Parce que dans les plantations et dans les mines, il y avait des travaux qui leur étaient réservés et qu'ils faisaient bien. Ensuite, parce que la plupart de ces enfants étaient ceux-là dont les parents étaient suffisamment forts. Parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. D'autant plus que l'un des critères de sélection des esclaves, c'était aussi la force physique. Plus l'esclave était costaud, plus cher il coûtait. Et c'est pour cela qu'à l'époque, chaque ethnie africaine avait sa côte. L'ethnie la plus cotée était les Yoruba, originaires du Nigeria. Pourquoi les Yoruba? Et c'est parce qu'ils étaient suffisamment costauds et grands, du moins la plupart d'entre eux, et ensuite parce qu'ils étaient résistants à l'effort physique. Cela veut dire qu'ils étaient beaucoup plus productifs au travail. Dans les plantations et dans les mines, au-delà du travail qu'ils faisaient, ces Yoruba étaient considérés comme des géniteurs, c'est-à-dire qu'ils servaient aussi à la reproduction d'esclaves de bonne qualité. Et ce sont ces mêmes Yoruba qui ont transplanté au Brésil, à Cuba et en Haïti ce fameux vaudou. Le vaudou, vous savez, c'est une spiritualité africaine que l'on retrouve aujourd'hui de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ce sont donc ces Yoruba-là qui l'y ont amené durant la traite négrière. Après cela, vous avez ici la cellule des jeunes filles. D'après le règlement intérieur, les Européens marchands d'esclaves avaient le droit de coucher avec les jeunes filles esclaves. C'était un droit. Quand on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse, dans ce cas, elle était affranchie, elle était libérée. Naturellement, certaines jeunes filles trouvaient un intérêt à se faire enceinter par les marchands d'esclaves pour être libres. Elles n'avaient pas le choix, c'était leur seul moyen d'obtenir la liberté. Voilà. Et la fille métisse, je veux dire, la fille métisse d'origine maternelle esclave était communément appelée signare. Mais en fait, signare est une déformation du nom portugais senhora, qui veut dire madame. Voilà. Et ces métis-là, à l'époque, formaient l'aristocratie à Gorée, un peu comme les créoles aux Antilles françaises. Alors, cellule pour enfants, cellule pour jeunes filles. Nous allons voir celle qui suit. C'est marqué inapte temporaire. La valeur d'un homme dépendait de sa force physique et de son poids. Mais alors, seuls les hommes étaient pesés. Le poids minimum était fixé à 60 kg. Tous les esclaves qui ne faisaient pas ce poids étaient considérés comme inaptes, du moins temporairement. Dans ce cas, ils étaient installés dans cette cellule-là, dans le but d'être engraissés comme du bétail. Ils les engraissaient avec des haricots de chez nous, que nous appelons le niébé. Ce sont des haricots très farineux. Après cela, vous avez ici sous les escaliers la cellule des récalcitrants. Les récalcitrants, si vous voulez, ces esclaves-là qui se révoltaient tout le temps contre leur maître, on les mettait sous les escaliers pour les punir. La punition, c'est l'impossibilité pour ces pauvres de pouvoir se tenir debout, vu que le plafond est très bas. Alors, nous avons eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela. C'était en 1991. Malgré le refus du protocole, Mandela s'était glissé dans cette cellule-là. Il y était resté pendant quelques minutes, mais quand il en était ressorti, il avait les larmes aux yeux. Voyez-vous, certainement, il s'était rappelé un peu les longues années passées en prison sous le régime de l'apartheid. Mais avec une légère différence. On va voir ça. La différence du premier, remarquez que là, il y a un peu plus de lumière parce qu'il y a ces deux petites fenêtres. Je dois préciser que ces fenêtres-là, en réalité, n'existaient pas à l'époque de la traite négrière. Elles n'ont été ouvertes qu'en 1848. 1848, c'était en fait pour marquer dans cette maison le souvenir de la dernière abolition de l'esclavage en France et dans les possessions françaises. Voilà. La grande cellule des récalcitrants, elle a la particularité d'être la plus humide. C'est pour cela d'ailleurs qu'à l'époque on avait remarqué que les esclaves qui y séjournaient étaient souvent malades, soit de pneumonie ou d'autres maladies causées par l'humidité. Là, vous voyez un peu le plafond, les murs et le sol, parce que nos autorités avaient envisagé d'en faire une salle de documentation. C'est pour ça qu'on y a apporté ces modifications, mais à l'origine, elle était exactement comme les autres. 25 à 30 femmes, presque nues, étaient assises au sol dans cette cellule-là. Elles étaient traitées de la même manière que les hommes. Je m'en vais rappeler qu'à l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent, c'était plutôt du troc. Alors, du point de vue troc, un homme de plus de 60 kg ou une femme vierge pouvait valoir un fusil ou un baril d'alcool, ou une couverture, ou une certaine quantité de gomme arabique, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Un enfant pouvait valoir un miroir, ou un collier, ou des boucles d'oreilles, ou une pièce de tabac, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Voilà. Mais alors attention, attention parce que le produit de l'échange variait d'un continent à l'autre. Souvenez-vous qu'au départ, les bateaux provenaient d'Europe. En provenance d'Europe, ils étaient chargés de ces produits-là, tout ce qui était comme verroterie, tissu, alcool, armes à feu, munitions,
barres de fer, épices, etc. Donc au départ de l'Europe, les bateaux étaient chargés de ces produits-là. Ils débarquaient en Afrique. Une fois en Afrique, ces produits étaient échangés contre des esclaves. Et les bateaux, cette fois-ci, chargés d'esclaves, quittaient les côtes africaines, traversaient l'océan Atlantique et se rendaient aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Une fois aux Amériques, ces esclaves étaient échangés contre d'autres produits. Des produits qui étaient en exploitation là-bas. Café, cacao, canne à sucre, coton, tabac, bois, charbon, or, etc. Et les bateaux chargés de ces derniers produits, donc, quittaient les côtes américaines, retraversaient l'Atlantique et retournaient en Europe. Vous voyez que le triangle était bouclé. Europe, Afrique, Amérique, Europe. C'est le fameux commerce triangulaire. Le produit de la vente variait d'un continent à l'autre. Voilà. Alors à présent, avec votre permission, nous allons emprunter ce couloir-là pour aller regarder cette porte qui donne sur la mer et l'étape du voyage sans retour. On va y aller. Voilà, vous êtes ici donc devant la fameuse porte du voyage sans retour. Vous devinez qu'on l'appelait ici parce que les esclaves, quand ils partaient, c'est bien par cette porte-là qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique. C'était à jamais l'Afrique. Ils étaient embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. Alors là, vous avez comme des salles d'attente parce qu'à l'approche des bateaux négriers, les esclaves étaient sortis de leurs cellules, entassés là et là, étant plus proches du lieu d'embarquement. Les deux derniers couloirs que vous avez là, à gauche et à droite, c'était l'emplacement des gardiens. Ces gardiens étaient des affranchis, c'est-à-dire des esclaves qu'on avait libérés et en échange de leur liberté, ils servaient de collaborateurs, ils n'avaient pas le choix. Cela veut dire qu'ils se refusaient de collaborer, ils redevenaient esclaves. Voyez-vous? Voilà. Merci. Alors le mur que vous voyez là en bas, il n'y était pas. Ce mur-là, nous l'avons récemment érigé pour protéger le bâtiment contre les vagues et l'érosion marine. Au-delà du mur, vous avez les rochers, ces grosses pierres noires qui empêchaient les bateaux de pouvoir s'approcher pour l'embarquement. Par conséquent, à partir de cette porte-là, on avait construit un quai en bois de palmier qui servait d'embarcadère. Mais naturellement, à chaque embarquement, certains esclaves tentaient de s'évader, notamment en plongeant. Malheureusement, ils ne pouvaient jamais aller loin parce que soit ils étaient fusillés par les gardiens ou alors ils étaient systématiquement dévorés par les requins. Pourquoi ces requins? Mais c'est parce qu'à l'époque, dans toutes les maisons d'esclaves sur l'île de Gorée, le règlement intérieur interdit aux esclaves de tomber malades. Vu qu'il y avait eu une épidémie de peste en 1779, vous devinez que lorsqu'un esclave tombait malade et qu'on le laissait dans la cellule, il pouvait facilement contaminer les autres et cela pouvait provoquer une nouvelle épidémie. Donc, en l'absence de tout médecin, pour éviter les épidémies, tous les esclaves malades étaient systématiquement balancés dans la mer. En plus du sang et de ces cadavres-là, du fait que certains d'entre eux avaient été fusillés, tout cela avait fini par attirer les requins. Voilà, il ne fallait donc pas tomber malade. Nous avons par ailleurs eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage le pape Jean-Paul II. C'était le 22 février 1992. C'est exactement à partir de cette porte du voyage sans retour que le pape Jean-Paul II a officiellement demandé pardon à toute l'Afrique pour l'implication de l'Église dans la traite négrière à travers les missionnaires. Les missionnaires, je rappelle au passage que c'était ces fameux prêtres européens qui étaient venus en Afrique pour enseigner aux Africains la religion chrétienne et la civilisation européenne. Malheureusement, ils ont été nombreux à avoir participé au commerce des esclaves. Voilà. Alors pour ce qui est de l'étage, c'était le logement des marchands européens. Par ailleurs, aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir comment pouvaient vivre ces Européens à l'étage avec toute la misère qu'il y avait en bas. C'est la grande question. Voilà, et ça se passe de commentaires. Hein. Je m'en vais à présent conclure, avec votre permission, par une petite note statistique, pour vous dire que, d'après les archives françaises de Nantes, la traite négrière aura duré sur l'île de Gorée de 1536 à 1848. Cela fait un peu plus de 300 ans. 300 ans pendant lesquels 15 à 20 millions d'esclaves en provenance d'Afrique de l'Ouest ont transité par Gorée à destination des Amériques, dont 6 millions sont morts
de privation et de mauvais traitements. 6 millions. Alors ces statistiques-là, en réalité, ne concernent que les esclaves qui ont eu à transiter effectivement par Gorée. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu d'autres esclaveries tout au long des côtes ouest africaines, d'où étaient partis plusieurs négriers à destination des Amériques sans pour autant avoir transité par Gorée. Voilà, je peux vous citer quelques exemples. Au Nigeria, à l'époque, il y avait Lagos, Badagry et Calabar, c'était de grands marchés d'esclaves. Hein. Au Ghana, il y avait Elmina, il y avait Cape Coast. Au Bénin aussi, au Bénin, il y avait Ouida et Alada. En Angola, il y avait Luango. Au Congo, il y avait Pointe-Noire. Jusqu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait Cape Town. Voyez-vous, etc. Voilà. Par contre, en Afrique de l'Est, c'était avec les Arabes. On a tendance à les oublier. Les Arabes aussi ont joué leur partition dans cette histoire. Les Arabes ont d'ailleurs commencé la traite fort longtemps avant les Européens. Oui, souvenez-vous que les Européens n'ont commencé la traite qu'après la découverte des Amériques, fin 15e siècle. Alors que les Arabes ont commencé au 7e siècle, ils ont poursuivi cette traite jusqu'au 19e. L'un des plus grands marchés d'esclaves à l'époque avec les Arabes en Afrique de l'Est, c'était Zanzibar. L'île de Zanzibar se trouve au large des côtes tanzaniennes. C'est vrai qu'au-delà de Zanzibar, il y avait l'île Maurice, il y avait l'île de la Réunion, il y avait aussi Madagascar. Et les esclaves transitaient par ces îles-là pour aller jusqu'en Asie. Voilà. Alors, l'une des caractéristiques de la traite des Noirs par les Arabes, c'était la castration. Les esclaves étant castrés, ils n'avaient donc aucune possibilité de se reproduire. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, leurs descendants soient en Asie, en infime minorité, contrairement à ce que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, où vous retrouvez de fortes minorités de population descendant d'esclaves en provenance d'Afrique. Voilà. D'ailleurs, la question revient souvent, justement, celle de savoir pourquoi ces Arabes castraient-ils leurs esclaves. Eh bien, ils les castraient pour deux raisons. D'abord parce qu'un homme castré, naturellement, devient plus costaud et donc bon esclave, voyez-vous. Ensuite, parce que ces Arabes-là, étant jaloux de leurs épouses ou de leurs concubines, pour ne pas avoir à les partager avec ces esclaves-là, ils les castraient tout bonnement et simplement. Voilà. Alors, pour ce qui est de la traite négrière transatlantique, on aura surtout remarqué que c'était les meilleurs qui partaient du continent. Les meilleurs, parce qu'ils étaient sélectionnés. Une véritable sélection qui avait écarté d'office les malades et les personnes âgées. Cela a été systématiquement exclu. On prenait toujours les plus beaux, les plus intelligents, les plus costauds, les plus grands et aussi les plus rapides. Les plus rapides parce que vous savez qu'à l'époque, les esclaves, entre autres travaux, on pouvait les envoyer effectuer des courses. Il leur fallait donc savoir courir très vite. Voyez-vous? Voilà. Alors, il y a d'ailleurs une idée. Il y a une idée qui dit que si à l'époque on avait toujours pris les plus rapides et les plus grands, c'est cela qui explique qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves, notamment les Afro-Américains, sont parmi les meilleurs basketteurs et les meilleurs athlètes du monde. Parce que leurs ancêtres avaient été rigoureusement sélectionnés. Voilà. Alors quant à moi, je crois vous avoir dit vraiment l'essentiel sur cette page douloureuse de l'histoire africaine. Il ne vous reste plus qu'à vous promener librement dans la maison et à faire des photos partout où vous le souhaitez. N'oubliez pas de monter voir l'exposition à l'étage. C'est une exposition consacrée à cette histoire-là que je viens de vous relater. À l'issue de tout cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me trouverez là-bas à la sortie à votre entière disposition. Voilà. Merci à vous.